Salut à tous et bienvenue à nouveau mes amis sur cette série de vidéos sur les mottes castrales. Et cette fois-ci, je vous emmène à la découverte de la basse-cour. On a vu un peu le contexte historique la dernière fois. Là, je vous le rappelle, donc on se situe plutôt au XIIe siècle, puisque l'intérieur du donjon, plutôt de la tour maîtresse qui est tout en haut, ou de la grande tour, est faite sur le modèle des chroniques du curé d'Ardres. Et on a, vous le verrez, un certain nombre de bâtiments à l'intérieur de cette basse-cour. Je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, les portes sur les mottes castrales sont en général inspirées justement du castrum romain. C'est un endroit qu'on a toujours renforcé puisque à la fois s'y présentent souvent les ennemis pour en percer l'éventuelle fragilité, mais également c'est l'endroit par lequel on entre dans un lieu de pouvoir. Et en général, ce lieu de pouvoir, il est marqué par un passage rituel qui est la porte. Et ce passage-là, il doit être le signe du prestige. Alors, même si le château est en bois, il n'est pas rare, qu'on en a retrouvé les traces, qu'on utilise la pierre pour justement marquer ce pouvoir et accentuer cette impression de grandeur et de force quand on se présente à la porte. J'ai fait un our, parce que les ours sont connus depuis la période romaine. Donc ce our, c'est ce trou à l'intérieur de la forteresse qui va permettre de projeter des liquides ou des choses désagréables sur la tête des assaillants. Ma barbacane, donc un peu, vous voyez, une grande porte renforcée qui préfigure peut-être celle des châteaux du XIIe et XIIIe siècle, des châteaux de pierre. Moi, je suis toujours en faveur, il me semble toujours que les transitions dans l'histoire de l'humanité sont pas forcément brutales et je serais pas surpris quand même que un certain nombre d'innovations qu'on ait pu même retrouver dans les châteaux à mottes, au fond les intelligences sont à l'œuvre ici comme ailleurs, se soient ensuite modernisées dans les châteaux de pierre. Du coup j'ai fait un peu plus qu'une grosse double porte, mais un petit fortin, même s'il est très simple. J'ai une porte à double vantaux, vous voyez, ça c'est un peu du mesquis aussi. Les 2 fois 2 portes n'apparaissent que plus tard. C'est assez surprenant pour moi, hein. Il me semble que dans la logique, pour renforcer une installation, j'en aurais volontiers mis 2. Comme on a cette notion de corridor et d'accès un peu comme un couloir, comme ça, avant d'arriver dans le monde du pouvoir, une deuxième porte ici, par exemple, permettrait justement d'acculer encore les assaillants avec nos défenses du haut, que j'ai gardé volontairement très ouvertes, vous voyez, avec cette idée qu'on peut encore contrôler celui qui passe de là et avoir une ouverture complète pour pouvoir ou lui jeter des choses dessus ou lui tirer des traits d'arc et autres arbalètes. Mais je suis resté dans une structure qui est, vous voyez, assez basique. On manque un peu peut-être d'une charpente un peu plus complexe, qui soit un peu comme à l'image des granges, vous voyez, mais on a quelque chose qui est tout à fait en bois, qui est quand même une construction sérieuse, quoi, avec des vantaux et des ouvertures sur l'ensemble de la motte, côté intérieur et côté extérieur. Et puis cette notion de our avec fenêtre, où on peut se pencher, vous voyez, mais on peut également enlever le montant de bois comme ça et se retrouver avec finalement le principe de ce qui pourrait ressembler à une archère, quoi. C'est pas, je pense pas être complètement surréaliste avec ce genre d'éléments. On reste dans notre époque, encore une fois, dans le bois, mais avec intelligence, quoi, pas retomber sur cette idée que on sait rien faire jusqu'à aux grandes avancées de l'architecture de pierre du XIIIe, des XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Hein. Pas parce qu'on fait du bois qu'on est nécessairement à la traîne, quoi. J'ai fait tout un tas de petites guérites, vous voyez. Là, j'ai même pas formalisé des tours, des petites installations simples qui reprennent un peu ces principes de pouvoir tirer en restant à l'abri et de surveiller les alentours de la forteresse, quoi. Donc voilà notre basse-cour, une grande basse-cour. La haute cour sera donc, vous voyez, au pied de la motte. Là, on a encore une zone qui est cernée par une palissade dans laquelle on retrouve des bâtiments
qui sont les bâtiments, là, cette fois-ci, très stratégiques pour le seigneur. Il y a notamment ses écuries, il y a également des entrepôts, des greniers, des choses comme ça. Donc la haute cour est là-bas, elle a encore des portes, vous voyez, une double porte qu'on voit tout au fond, hein, et même un petit fortin qui la protège. Mais pour l'instant, on va découvrir un peu les composants de la basse-cour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des composants qui sont agricoles, avec de l'élevage, du maraîchage, quelques maisons de villains, ou plutôt même de serfs, hein, qui seront ceux qui cultivent les champs qu'on a trouvés en dehors à notre arrivée, et bien sûr une zone d'artisanat. On a une zone religieuse également, puisqu'on a fait dans cette basse-cour une église. C'est pas toujours le cas, les églises sont pas forcément dans les basses-cours des châteaux à motte, puisque dans ce phénomène de urbanisation qu'on va retrouver dans ces périodes-là, on aura même une espèce de concurrence, on va dire, à la recherche de la main-d'œuvre et de fédérer un petit peu autour de soi des forces de travail, qui sera à la fois du côté des châteaux, qui, avec l'enchâtellement, feront que des regroupements urbains auront lieu autour de leur protection et de leur sécurité. Pas seulement, je pense qu'il y a un effet également qui est très connu aujourd'hui, hein. Si vous mettez 5-6 artisans l'un à côté de l'autre, ça fabrique un petit centre d'attraction. Et de là, on peut commencer à avoir de la clientèle, des gens qui viennent, des gens des terres autour qui viennent les visiter. Et donc, ça attire du monde, quoi, hein, très naturellement. Et on a, d'un autre côté, à ces périodes-là aussi, les églises, les monastères fortifiés, les abbayes, qui attirent également autour d'eux des laïcs, les converses notamment, et puis tout un tas d'autres communautés qui vont venir se regrouper à la faveur de la floraison économique de ces monastères et de l'église qui leur propose du travail, quoi, hein, et de la nourriture. Donc ici, on a une église dans la basse-cour. Le seigneur est assez catholique, on le verra en visitant son donjon. Alors, les zones agricoles, ici, on a fait une grande grange d'élevage. Je vous mettrai pareil des photos en post-production. On s'est inspiré d'architecture de maisons du 11e, 12e. Alors la plupart, elles peuvent être en pisé et en terre, pas forcément tout en bois. Et là, dans notre basse-cour, nous, on a travaillé beaucoup à partir du bois. On a même réduit volontairement les colombages pour avoir cette impression de vraiment d'époque reculée. On est presque à la transition, on va dire, du monde franc de l'an 1000 et de ce que sera le Moyen-Âge du 12e, 13e et 14e siècle, quoi. Alors ici, on a fait une grange d'élevage à bovins, des grands animaux, parce que c'est quelque chose qu'on connaît au Moyen-Âge. Vous voyez, donc on a repris cette idée qu'on trouve souvent que la grange ou la maison paysanne de ces siècles-là, les gens y vivent au milieu des bêtes, quoi, hein, il n'y a pas de séparation. Et même si là on a fait un feu, on se sert de la chaleur des bêtes pour ne pas avoir froid la nuit, quoi. Un petit abreuvoir ici, quelques montants pour pouvoir y accrocher quand même les vaches, puis qu'elles se sauvent pas ou qu'elles viennent pas vous chatouiller les pieds pendant que vous dormiez. Un lit familial qui pourrait très bien accueillir la famille et les enfants, quelques enfants. Alors là, on a un ébéniste dans le coin, donc on a fait des lits. On peut imaginer que ça soit une couche de paille également, quoi. Tout ce qu'il faut pour cuisiner, une petite table à manger, quelques tonneaux pour y stocker des victuailles. Et puis on a même fait un petit étage en dessus pour la paille. On fera tomber comme ça, on entreposera, qu'on pourra faire tomber le fourrage directement aux animaux. On pourra imaginer là que si c'est plein de paille, on est encore un garçon de ferme ou deux qui y vivent, hein. L'installation est assez grande pour ça. Une grande grange donc de bétail, avec ses appentis, ses dépendances, un petit peu de rangement ici, son jardin, hein, qu'on prend le temps de cultiver pour faire face aux périodes de disette. Et là, grand privilège de cet endroit qui regorge de sources et d'eau, bordé par ces deux rivières, vous vous souvenez. Ici, on a même un étang pour pouvoir abreuver les bêtes, ce qui permettra, en période de tension, de les maintenir dans l'ensemble de la basse-cour.
On pourrait même imaginer que quand on les sort pas dans les champs autour, elles soient là en train de brouter, il reste largement suffisamment d'herbe et c'est pas un endroit qui est très 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 peuplé encore pour que les bêtes y courent en tous sens. Donc là, les vaches, plus loin on a une bergerie là-bas avec élevage d'animaux un peu plus petits, peut-être même des poules. Faut s'imaginer ici sans doute quelques animaux qui courent un peu partout. On est dans un monde qui est encore vraiment à la transition de l'urbain et de l'agricole ici. Ici on a fait des petites zones de maraîchage, des petits maraîchers, vous voyez, qui cultivent leur jardin. On s'est même fait quelques petits estancos pour qu'ils puissent vendre éventuellement des légumes à d'éventuels visiteurs ou passants qui viendraient circuler dans cet endroit, soit pour y bénéficier de l'artisanat, soit pour y faire commerce. Encore une fois, on est au XIIe siècle, donc là les routes commerciales commencent à s'ouvrir largement. Et la mode castrale, justement, on l'a fait dans cette idée. Quand il n'y a pas d'invasion, c'est pas non plus toutes les 3 minutes, même s'il y a des zones qui sont à forte tension, on a quand même des moments de tranquillité où on peut prospérer et faire du commerce, quoi. Alors, ici, je vais vous montrer quelque chose assez rapidement pour aborder la question de la conservation au Moyen-Âge. J'ai fait ce qui pourrait être un peu l'ancêtre de nos frigos et qu'on appelait à l'époque un silo. Alors un silo en général, ça a plutôt la forme d'une amphore, vous voyez, c'est un cône interverti avec un tout petit goulot. Là on compose bien sûr avec les pièces à notre disposition. C'est en général recouvert d'une couche de pierre ou de céramique pour l'isoler de la terre. Ça peut faire, quand c'est individuel, 60 cm à 80 cm de profond. C'est un tout petit goulot, en général circulaire, on n'a même pas besoin de s'embêter à faire des charnières comme je l'ai fait là. Mais encore une fois, pour les exigences du moteur qu'on utilise de Médiéval Ingénieur, c'était plus simple de le faire comme ça. Et bien sûr, c'est fermé tout le temps, à part quand on vient y chercher les victuailles. C'est un frigo. En général, les archéologues, quand ils fouillent des zones qui n'ont pas été trop piétinées de ces périodes-là, ils y trouvent des trous de silos, et ils y trouvent des trous de poteaux, et bien malin qui pourra déduire, sauf à faire des études vraiment approfondies des sols. Et si les trous en question sont des cabanes, des greniers surélevés, ou des choses comme ça, ou même des fonds de cabanes, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, une certitude, c'est que la conservation au Moyen-Âge, c'est par les silos individuels comme ça, qu'on trouve à côté de certaines maisons, ou même collectifs et villageois, de silos qui sont là pour engranger des aliments. On peut supposer même qu'on les spécialisait, pourquoi pas, pour pas tout mélanger dedans, mais en tout cas, voilà, ils sont là dans notre mode castral pour témoigner de ces aspects de conservation. On a même fait ici des latrines, vous voyez, toujours là pour faire la nique à ces concepts de non-hygiène du Moyen-Âge. On sait aujourd'hui très bien que le Moyen-Âge était plus hygiénique que la Renaissance. Et d'ailleurs, là, je vous renvoie, pareil, à Jean Mesquis sur la question notamment des facilités des toilettes dans les châteaux, avec des choses très très avancées dès le XIe siècle. Ouais, pour voir un peu l'intérieur d'une petite maison comme ça, qui a l'air toute petite, on a quand même de quoi mettre une famille, un nouveau-né, quelques enfants en bas âge, et un petit feu, et puis de quoi y vivre, quoi, une petite table. C'est chiche, mais ma foi, il y a à manger, il y a suffisamment à boire, et puis l'opulence d'avoir un jardin. Peut-être n'en faut-il guère plus pour être heureux avec la protection, là. On imagine d'un seigneur qui soit clément. Peut-être espérons même un seigneur franc, sans forcément être normand, qu'il soit un peu clément et bon et loyal avec ses gens. Alors ici on a la deuxième petite grange qui est beaucoup plus petite que l'autre. Ce serait plus destiné celle-ci à des moutons peut-être. Vous voyez, on a mis de la paille et pareil, on retrouvera ici notre idée du lieu de vie qu'on a à peine séparé
En tout cas, surtout pas avec des murs pour pas isoler de la chaleur des bêtes. On peut avoir ici quelques enfants qui dorment aussi dans la paille, ou même un garçon de ferme, encore une fois. Mais voyez, une petite grange du Moyen-Âge, une petite bergerie, comme on en trouvait à l'époque. Alors on a fait un puits, un joli petit puits, qu'on a chemisé très profond, vous voyez, chemisé en pierre même, avec l'eau qu'on est allé chercher tout au fond. On a fait un vrai clin d'œil dans cette mode castrale, dans son ensemble, à la présence de l'eau. C'est pas innocent, hein, on l'a fait parce que l'eau, c'est justement l'élément qui lutte contre le feu. Or, le feu est un ennemi de la mode castrale, puisque c'est même réputé être lui qui l'a détruit, enfin qui a en tout cas encouragé dans la plupart des zones à ce que les seigneurs les fuient pour se construire des châteaux en pierre, ou alors les renforcent avec de la pierre. Si vous regardez les tapisseries de Bayeux, sur lesquelles on trouve de nombreuses modes castrales dessinées, elles sont assaillies, et notamment par des ennemis qui portent des perches en feu. On a quelques exemples de sièges assez terribles, d'ailleurs, de mode castral comme ça, où tout a flambé, quoi. Donc le feu, c'est vraiment l'ennemi de la mode, c'est ce qui la fera disparaître. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'eau dans ce domaine-là. On s'est amusé à imaginer un seigneur justement un petit peu chatouilleux là-dessus. Vous verrez quand on visitera le donjon qu'on a mis des tonneaux à peu près à tous les étages dans l'idée que justement en cas d'incendie on puisse l'éteindre, quoi. En tout cas un monde donc plein de sources et de ressources. Et on a même fait un lavoir, si je vous le montre, puisqu'on est dans cette thématique de l'eau, un petit lavoir en pierre à bas dessous, mais qu'on a chemisé tout en bois, et qu'on remplacera sûrement dans le courant du 13e ou 14e avec un beau lavoir, un beau bac en pierre. On n'a pas aujourd'hui encore d'éléments de décoration très riches dans Médiéval Ingénieur. On n'a même pas pu, vous voyez, faire une fontaine en pierre. On pourrait très bien imaginer qu'il y en ait une quand même, hein, sur ce lavoir, mais il y avait une petite zone sociale où on pourra venir laver le linge, même si autour on a suffisamment et largement assez de rivières pour le faire, quoi. Alors voilà notre église. C'est une église romane, témoin de l'architecture la plus populaire pour ce type d'établissement à cette époque-là. On est avant l'art du gothique. On l'a faite en bois, elle pourrait déjà être en pierre, mais on fera peut-être une série de vidéos où justement dans le même monde on fera évoluer tout ça au fil des siècles. Du coup, l'église est en bois et elle s'en porte pas plus mal. Elle a derrière elle son petit cimetière. Au Moyen-Âge, le cimetière, il n'est pas forcément derrière, hein, il peut être tout autour de l'église. On vit avec la mort beaucoup mieux à cette période-là et de manière beaucoup plus transparente que dans notre monde moderne, hein, où on l'a un peu sorti des villes et des villages pour aller construire les cimetières en dehors. Souvent, au Moyen-Âge, les morts sont un peu au milieu des vivants. On a même, dans la tradition des Francs, des tertres de pierre autour des maisons ou à côté, dans lesquels sont enterrés les guerriers ou les gens des lignées qui ont compté. Donc là, le cimetière, on l'a même presque bien rangé, on n'a pas fait tellement de morts encore. Encore une fois, c'est un endroit qui doit avoir, 50, 60 ans, on va dire. Et voilà, le signe de la mort au Moyen-Âge ici. On avait la fourche patibulaire à l'entrée, et maintenant on a le cimetière à côté de l'église. Je l'ai pas meublé encore, cette église, je l'ai pas fini, mais peut-être que ça permet un peu mieux comme ça de se rendre compte de ce que c'est que l'architecture, des formes et des volumes à l'intérieur d'un ouvrage de ce type. Il y a, bien sûr, il manque les poutres, certainement quelques poutres de soutènement au centre, là, et puis là où je me trouve. On n'a pas les escaliers qui montent dans le transept, etc.
Mais voilà, ça permet de voir un peu le volume, c'est quelque chose de très grand, hein. Elle est faste, cette église, on sent que le curé ou est très proche du Seigneur ou proche de son église pour avoir eu autant de main d'œuvre pour l'aider à construire sa belle église. Et il se trouve, ce curé, ici. Vous voyez, c'est son petit presbytère, sa petite maison, avec, comme dans la légende, le jardin de curé. Et notre curé plutôt bien loti. Une jolie maison, même assez spacieuse, pour lui tout seul. Bon, à l'époque, 11e, 12e, je suis pas sûr que les curés vivent toujours tout seuls. Mais voilà, là je l'ai fait célibataire. Ici, on a un silo, un grenier surélevé, dans lequel on va pouvoir imaginer ranger des sacs de blé, des sacs de provisions, tout un tas de choses, des tonneaux de conserve, qui sera plutôt là un endroit mutualisé pour tout le village, vous voyez. Il est assez grand, donc c'est plutôt un silo pour la basse-cour. Et là, on a fait un champ de tournoi pour chevaux nains. Non, je plaisante, on a fait ici une place qui est destinée à accueillir les duels judiciaires. Alors, le duel judiciaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une des formes de la justice médiévale, c'est pas la seule, hein, il y a d'autres formes de jugement. Mais comme c'est une coutume qui est assez prisée dans ces périodes-là, j'ai trouvé intéressant de lui trouver sa place dans cette basse-cour. Alors le duel judiciaire, c'est l'acte par lequel on demande le règlement d'un conflit par un duel et dont le jugement, finalement, ou l'issue, sera décidé par Dieu. Alors on peut ou non se faire représenter par des champions, on peut se battre soi-même, et il transcende les conditions sociales, ce duel. Alors, les autorités ecclésiastiques l'ont souvent condamné de manière officielle, mais il se trouve qu'en lisant quelques articles sur Persée, notamment, sur la question, on tombe sur des textes qui nous expliquent que, finalement, c'est le compte rendu d'une abbaye, notamment, qui montre très clairement que les religieux, quand ils n'étaient pas dans les hautes autorités, les hautes sphères d'église, étaient assez partie prenante de ces duels, en tout cas n'en étaient pas désintéressés, et ne les désapprouvaient pas forcément. C'est-à-dire pourquoi on a mis cette place dédiée aux duels à côté de l'église et non loin de la haute cour, puisqu'on a ici la tribune où le Seigneur pourra venir contempler ou voir le résultat de ces duels, et l'église non loin pourra aussi y jeter un œil. Du coup, vous voyez, c'est un endroit qui est dédié à la justice, à cette forme particulière de justice qui s'exerce à travers le duel judiciaire. On a une autre forme de justice qui sera sûrement jugée là-haut dans le donjon, dans une salle qu'on a aménagée un peu multifonction, mais qui pourrait avoir également cet effet. Bien sûr, les criminels qu'on pend pour les avoir pris la main dans le sac n'ont pas forcément droit au duel judiciaire, hein. Donc c'est vraiment on va dire qu'un clin d'œil à cette forme de justice qui est faite ici. Alors, ici, on a fait une petite zone pour accueillir les chevaux venant de l'extérieur, et qu'on n'autorisera pas nécessairement à entrer dans la haute cour, et une petite cahute pour un éventuel laquais qui prendra la pièce pour garder les chevaux des étrangers, et garder un œil dessus. Voilà pour la partie religieuse et agricole, et nous entrons maintenant dans la partie un peu plus artisanale. Alors, les mottes castrales, quand on en dénombre les fouilles, on n'a pas toujours dedans de four banal pour le pain, qui est sujet à taxation, comme on le sait tous maintenant, hein, le seigneur prélève un droit d'impôt sur la cuisson du pain. Elles ont pas toutes des forgerons, et le travail du fer n'est loin d'être répandu dans toutes les mottes castrales.
Mais on a aussi d'autres exemples, par exemple dans l'an 1000, les fameuses fouilles du lac de Paladru et de Charavine, où on a une toute petite communauté qui est même pas encore aussi grande que celle-ci, et dans lequel on retrouve 3 forgerons, des tombereaux d'artisans, de l'instrument de musique, du travail sur os, que sais-je encore, de la peau, de la tannerie. Du coup là, sur notre lieu, on s'est pas tellement privé. Et on a fait quelques bâtiments, dont certains préfigurent d'ailleurs, où nous compte un peu de l'évolution possible de cette mode castrale en termes économiques. Donc voilà un four banal, avec les tables pour disposer le pain. Ici, le tenancier, il dort également, il y a son logement, et avec son épouse, pourquoi pas, et ses enfants. Il est en pierre, on l'a fait assez grand, assez fort, parce que c'est un symbole aussi finalement, hein. Le pain au Moyen-Âge, c'est quand même un aliment assez important. Il a sa réserve de feu, etc. À côté, on a fait un forgeron, métier clé, hein, pour la vie d'une forteresse comme ça, hein, que ce soit pour les chevaux, pour l'armement, pour les outils des paysans. Si on a à le faire, on avance quand même plus vite un petit peu dans tout, puis on n'est pas obligé d'aller le chercher ailleurs. Du coup, ce forgeron-là, il est assez privilégié. On avait même hésité un peu à le mettre dans la haute cour, vous voyez, parce que c'est un métier qui est tellement clé finalement, le métal à cette période-là. Et on lui a fait une maison bien spacieuse dans laquelle il vit également. Et on l'a même fait un atelier qui ferme, vous voyez, avec pignon sur rue, de façon à pouvoir vendre ses outils, ses réalisations, ses armures, pourquoi pas ses armements, aux éventuels visiteurs ou aux habitants de la mode castrale. Hein. Donc voilà notre forgeron. À côté, on a fait une maison dans laquelle on n'a rien mis pour l'instant. C'est pas faute de le vouloir, mais c'est plutôt faute de décoration, on va dire. Alors, on va en profiter pour la remplir de 2 manières imaginaires. La première serait un éventuel magasin de tissus, cuir et autres peaux. Puisqu'on a 2 rivières, ce serait pas surprenant qu'on ait une tannerie dans ce secteur-là, et donc que les produits de la tannerie soient exposés ici, ou même d'autres tissus d'ailleurs. On pourrait également avoir de la marqueterie, j'en profite pour en parler, parce que c'est les résultats d'une fouille archéologique récente sur une mode castrale, où on retrouve tout un artisanat riche autour de l'os. Alors ça va du peigne en os, de la broche, de l'objet décoratif, à des décorations complètes faites de ce matériel, et pourquoi pas même des instruments de musique d'ailleurs, des flûtes en os, des choses comme ça. Et c'est un métier qui est très populaire à l'époque, et qu'on appelle la marqueterie, la tabletterie, et donc qui ne s'exerce pas forcément sur le cuir, mais qui s'exerce aussi sur os. Donc ça paraît intéressant, et qu'on puisse avoir cette petite maisonnette pour le mentionner. De l'autre côté, on va retrouver le métier clé, bien sûr, de cet endroit, puisque c'est un charpentier. On aurait pu en faire plusieurs, mais on en a mis un à demeure. Dans les chantiers comme ça, on a pas mal de charpentiers itinérants aussi qui courent d'un chantier à l'autre. Si vous vous souvenez notamment de l'ouvrage de Ken Follett, Les piliers de la terre, avec son maçon au départ qui va d'un chantier à l'autre, on imagine bien que pour faire un endroit aussi grand que celui-ci en bois, il n'a pas fallu qu'un charpentier, mais on a sûrement dû en payer quelques-uns de plus, quoi. Hein. En tout cas, il en reste un à demeure, qui pourrait se retrouver relativement sollicité au vu de l'ensemble de l'installation de bois, que ce soit pour réparer ou pour fabriquer de nouvelles extensions, et une belle place en début de basse-cour pour ce charpentier. Ici, on a un bâtiment qu'on appelle le fond de cabane, qui va certainement intéresser les archéologues, puisque dans un certain nombre de fouilles françaises de cette période-là, on retrouve des zones excavées comme ça, avec des trous de poteaux, quelquefois 2, quelquefois 4, quelquefois plus, et on en est venu à penser que ces formes-là, on appelle maintenant les fonds de cabane, et là je vous en ai fait un bel exemplaire à 2 poteaux, puisque c'est l'hypothèse qu'on a sur ces fonds de cabane, c'est que celle à 2 poteaux notamment, avec une charpente très basique, et de montant et une poutre faîtière,
et que le toit allait jusque au sol. Donc on construisait même pas de mur, sauf les 2 murs des extrémités là. Et dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on y faisait? Alors les hypothèses sont nombreuses. Il faut savoir que des fonds de cabane, on en trouve jusqu'au XVIIe dans certaines cités minières. C'est aussi comme ça qu'on a pu déduire en archéologie les découvertes sur le Moyen-Âge. On y trouvait dans ces fonds de cabane plusieurs fonctions. La vocation artisanale, peut-être des zones dans lesquelles les artisans venaient travailler quand il faisait vraiment très très froid l'hiver pour être protégés du froid, parce qu'on est protégé par la terre. Du coup, là, vous voyez, je suis pratiquement immergé totalement. L'entrée est toute petite, mais une fois dedans, je tiens largement debout et la grande partie de mon corps se retrouve protégée par la terre, du froid et des vents, etc. De l'hiver. Donc peut-être des zones multivocationnelles artisanales. Peut-être des zones dans lesquelles on mettait des métiers à tisser, puisque la hauteur permet justement de favoriser l'installation d'une telle chose, d'un tel métier à tisser. Alors si notre petite maison d'en face était une maison de tannerie tissu, on pourrait imaginer qu'ici les femmes viennent y tisser avec cette vocation-là. On a encore une vocation de conservation. Peut-être, on le pense, mais les analyses des sols aujourd'hui n'ont pas permis encore de l'établir, à que je sache. Donc une espèce d'intermédiaire entre le silo et le grenier surélevé, finalement, où on se sert de la fraîcheur de la terre pour conserver. Et encore une vocation sociale, soit peut-être un bâtiment dans lequel l'hiver, on venait faire des veillées un peu villageoises, ou même les femmes entre elles, pour passer un petit peu de temps avec peut-être un feu au milieu, à se raconter de belles histoires. Et ça sera intéressant de penser que, effectivement, ça puisse être aussi un lieu, pourquoi pas à toute vocation, d'ailleurs artisanale la journée, et puis à la faveur de certaines veillées ou certains événements, accueillir des veillées villageoises et une vie sociale du village. Ce sera intéressant de le penser. J'ai pas trouvé aujourd'hui, en tout cas j'en ai pas la connaissance, de la présence de l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une maison communale au Moyen-Âge. Donc s'il y avait un lieu dont c'était la vocation, ça serait drôle de penser que ce petit fond de cabane que j'ai reconstitué puisse en être un, quoi. Alors, sortons de notre petite cabane et continuons notre petite visite. Ici, nous avons fait un ébéniste, pendant du charpentier, vous voyez, on a quasiment dû raser toutes les forêts autour de cette motte pour la construire, tant elle emploie de bois. Mais comme elle commence à avoir plusieurs habitants, et puis qu'on imagine que avec cette espèce d'effet d'attraction qu'elle doit créer sur les paysans environnants, dont elle devient finalement un nouveau point de référence, on a un endroit où beaucoup d'artisans sont groupés, où il y a même des produits agricoles, mais où peut-être on va même pouvoir venir commercer soi-même. Pourquoi pas avoir un de ces métiers d'artisanat évolué comme l'ébénisterie, des chaises, des lits, des tables et autres fournitures de bois. Donc voilà notre ébéniste. Et en face, on a fait, là c'est pareil, un tribut qu'on voulait absolument faire aux artisans potiers et céramistes du Moyen-Âge. Parce que la céramique et la poterie, dans la vie du Moyen-Âge, c'est quelque chose de très important. On cuit les aliments souvent dedans, on s'en sert à table, on s'en sert en décoration. Alors là, pareil, avec toute l'eau qu'on a autour, on va essayer de supposer qu'on a aussi beaucoup de terre argileuse. On a ramené ici de l'argile rouge, vous voyez, qu'on a même mélangé ou qu'on va mélanger pour certains alliages avec du sable. Notre four, c'est un four comme on en trouve depuis le haut Moyen-Âge. Il a son foyer enfoui. Entre le foyer et le corps du four, on a souvent une plaque d'argile, et non pas de métal comme ici troué. La chemise du four, le corps du four, ici est en pierre. On suppose qu'il serait plutôt en terre, en brique réfractaire ou en brique normale, mais bon, il pourrait très bien être en pierre. Quelques-uns de ces fours médiévaux ont déjà un chapeau, on va dire,
avec une cheminée, d'autres sont ouverts de façon à ce qu'on puisse y déposer souvent dans l'ordre les plus grosses pièces, et puis avec des tréteaux ou d'autres installations y jucher les plus petites pièces, jusqu'à monter tout en haut du four qu'on recouvrira alors de briques de terre ou toute autre matière isolante en ménageant une cheminée, et on lancera alors la cuisson. Ici on a un four qui est très très grand pour une fournée bien plus que familiale, ce qui nous laisse à penser, et d'ailleurs on a fait, vous voyez, les petits entrepôts derrière là qui sont dédiés, que notre mode castral se distinguera bientôt et rayonnera économiquement également par sa céramique, au-delà même de son propre territoire. Et donc on essaye d'imaginer dans la naissance comme ça d'un château, la ville, le village qui bientôt, ouvert sur le monde déjà, pourra y commercialiser ses offres et ses produits, quoi. Donc voilà, la céramique. Alors on n'a pas, vous voyez, on a un corps de mode qui est assez simple, hein, on n'a pas multiplié les artisans, on les a même pas encore mis en concurrence. On a beaucoup de zones de verre, et nos petites maisons de vilains là, ou de serfs qui exploitent à l'extérieur les champs environnants. On en a encore 2 autres là-bas. On a très peu, pour l'instant, dans cette structure de maisons d'improductifs, on va dire, hein. Chacun a sa vocation. Mais on est encore dans une zone très rurale. L'herbe a encore sa place et son mot à dire. Et c'est comme ça qu'on a voulu marquer également l'ancêtre de ce château fort, qui est ici en zone rurale, et dont l'appartenance à la ruralité n'est pas reniée, même elle vit en harmonie avec, quoi. On n'est pas encore dans la structure la ville et la campagne, mais tout est un peu mélangé. Voilà pour cet épisode, sans doute un peu plus long, sur la mode castrale, mais pour vous présenter sa basse-cour. On a parlé un peu de conservation au Moyen-Âge, d'artisanat et d'agriculture, et qu'on commence un peu à imaginer toute cette vie et avoir une vision un peu plus claire de notre château. Et dans l'épisode qui viendra, je vous présenterai la haute cour, donc ce fief du seigneur qu'on trouve encore protégé ici à nouveau par une autre palissade, et on visitera également le donjon de notre seigneur pour y trouver son aménagement et pour y entrer dans le cœur de ce qu'on pouvait trouver dans une tour maîtresse du XIIe, puisqu'encore une fois, l'agencement de celle-ci est inspiré de sources historiques. Je vous remercie de votre présence, j'espère que vous avez apprécié notre petite incursion et cet épisode 2 sur les modes castrales, et je vous donne rendez-vous enfin au 3e épisode où on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté du Seigneur et de ses gens tout en haut de cette jolie motte castrale. Voilà, portez-vous bien mes amis, et longue vie, à bientôt, et rendez-vous au prochain épisode. Salut!